Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vous retrouve un petit peu en avance cette semaine-ci. Est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien? Tout est ok sur Telegram. Bonsoir Sclé, bonsoir Stephen, bonsoir Henri. Ok. Bon, alors désolé d'avoir changé l'horaire un peu à la dernière minute. Bonsoir Sclé, bonsoir Big Tizier. Parce que vraiment, vu l'actualité, je me suis dit, on va pas arriver à tout faire tenir en 1 heure. Et comme je dois passer derrière sur Russia Today pour commenter aussi la rencontre entre Poutine et Trump, je me suis dit, si on finit en retard, ça va être ingérable. Parce qu'il faut toujours faire un petit test quelques minutes avant et tout, donc ça va pas le faire. Donc on commence un peu en avance. Donc aujourd'hui on va faire on va dire un direct un peu plus long. On va prendre 1h30. Alors pour ceux qui l'auraient pas vu, donc ça y est, j'ai ajouté un chat à ma chaîne Telegram personnelle. Donc je parle pas d'International Reporters, je parle de Christelle Néant, qui est ma chaîne pour tout ce qui est actualité littéraire et personnelle. Je ferai demain soir à 20h, heure de Paris, un direct depuis le groupe de ma chaîne personnelle, donc pas depuis International Reporters, depuis Christelle Néant. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez taper mon nom, vous devriez trouver ma chaîne, à peu près un peu plus de 4000 abonnés. Et donc on pourra discuter de la sortie de mon nouveau roman et d'autres choses, d'autres questions, si vous avez des questions. On va dire qui ne sont pas de l'actualité, si vous avez des questions, on va dire un peu plus personnelles à poser. Voilà. Avant de commencer, hein, je rappelle que notre agence est une agence indépendante, on ne reçoit pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Boosty ou sur Hippolink. Les liens apparaîtront régulièrement dans le chat. Alors, bonsoir Jojo Roro, je vois que tout le monde est au taquet, c'est super. Alors, on va effectivement parler de l'actualité qui est assez chargée. Alors, on va commencer déjà par l'actualité militaire, puisque les forces russes ont fait une percée de... Alors maintenant, on estime à peu près 18 km quand même, ce qui n'est pas dégueulasse en quelques jours. Donc au nord-est de Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Donc là, on se retrouve avec une situation, je vais vous montrer sur la carte Military Map. Hop là, voilà ce que ça nous donne. Donc on était sur ces positions-là. Et donc là, comme vous le voyez, on a une énorme fleur qui s'est mise à éclore là, au nord. Au nord et ici. Là. Donc là, on se retrouve avec Pokrovsk ici, qui est vraiment prise en tenaille. Hein. Là, vous voyez un magnifique chaudron, magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces armées russes, tout simplement, ont envoyé des petits groupes de sabotage reconnaissance à l'arrière des positions. Vous voyez toute une ligne de fortification. Là, toutes les petites lignes bleues, là, c'est des fortifications ukrainiennes. Et donc, ils ont envoyé des soldats à l'arrière de ces lignes de fortification pour commencer à y mettre le bazar. Et ça a tellement bien marché que en fait les Ukrainiens ont pris peur, ont paniqué. Ceux qui se trouvaient sur ces positions avancées ont cru qu'en fait ils étaient déjà pris en tenaille et se sont barrés. Voilà. Plus un certain nombre de positions, tout simplement, il n'y avait pas assez d'hommes pour les tenir. C'est pour ça qu'ils ont réussi à s'infiltrer. D'ailleurs, les soldats russes. Et résultat des courses, ils ont poussé jusqu'à Zolotoy Kolodiets, qui est ici, au nord, qui a été atteint. Alors maintenant, il est plus ou moins dans une zone grise, puisque donc, bien entendu, après plusieurs jours de déni, les autorités ukrainiennes ont fini par envoyer des renforts.
Hein? Oui, bah oui, oui, oui. Hein. Ils ont quand même fini par réagir. Mais ça se passe pas bien pour eux. Des rapports qu'on a sur le terrain, les dronistes russes sont en train de s'en donner à cœur joie. Donc là, l'attaque la plus frontale est ici. C'est ici que ils essayent de regrignoter de la surface, mais ça se passe pas bien. Hein. Ils se font détruire leurs hommes, l'équipement. Là, comme vous le voyez, la route qui part de Dobropolier. Alors ça, c'est Dobropolier, hein, la fameuse ville de Dobropolier, où ils sont en train d'évacuer en urgence la population, d'ailleurs. On le voit dans les médias ukrainiens. Mais donc, l'armée russe a pris, en tout cas au moins sous contrôle de tir, la route qui va de Dobropolier vers donc Kramatorsk, Slaviansk, etc. Donc ça, c'est pas bon du tout pour l'armée ukrainienne. Hein, vous vous en doutez. Donc là, pour l'instant, les combats ont lieu principalement dans cette zone-là. Et ici, donc là, l'armée russe, un peu plus au sud, a atteint déjà on va dire la périphérie de Novo-Alexandrovka, qui est ici. Et donc là, on est carrément au nord même de Pokrovsk. Hein. Donc là, Pokrovsk est déjà dans un trois quarts de chaudron. Un bon trois quarts de chaudron. Voilà, donc ils sont très mal là, il faut qu'ils partent. Il reste une seule grande route pour l'instant, c'est la E50 là. Mais bon, vu que les Russes sont déjà ici au sud et là au nord, la route elle est sous contrôle de tir. Hein. C'est-à-dire que là, elle est à portée de tir de l'artillerie, des drones. Et même simplement des mortiers. Hein. Donc là, chaque envoi de renfort vers Pokrovsk, c'est jouer à la roulette russe, quoi. C'est un tirage au sort, quoi. Tu passes ou tu passes pas. Ça passe ou ça casse. Donc ça, c'est une très 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 belle avancée des forces russes. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, donc l'armée ukrainienne, donc ils ont envoyé la bande de néo-nazis d'Azov. Bon, les mecs, c'est pas des grands warriors, ils sont plus là surtout pour empêcher que les gars des autres unités, hein, entre autres la 92e, la 93e et la 60... c'est la combien, la 73e ou la... Non, 79e. Voilà, qui ont été envoyés en renfort. C'est pour éviter qu'ils s'enfuient en courant. Voilà, c'est ça le... C'est ça le truc, quoi. Donc, bon, c'est plus une unité de barrage, hein. Comme je dis, Azov n'a jamais fait preuve d'un grand courage hein, au combat. Voilà, donc la situation pour l'armée ukrainienne, elle est pas bonne. Hein. Elle est vraiment pas bonne. Parce que là, vous voyez, si on regarde en dézoomant un petit peu, donc là vous avez Pokrov, donc vous voyez vraiment le chaudron là qui est formé. Les troupes russes continuent à avancer hein, dans la partie sud de Pokrovsk. Et donc dans le même temps, là entre autres, on a parlé d'avoir pris Charkovo ici. Donc la tête de pont continue à s'étendre hein, côté russe. Et bon bah vous voyez qu'on est en train littéralement de couper Pokrovsk de toutes les routes là ici et de couper ici la route qui mène vers Kramatorsk là. Donc là ça va commencer si on continue comme ça, on peut séparer comme ça, faire tout un gros chaudron jusqu'à la frontière avec la région de Dnipropetrovsk et isoler toute cette zone là. Sachant que plus au sud, vous voyez, on a déjà presque atteint complètement les frontières de la République populaire de Donetsk. Là, on a pris aujourd'hui plusieurs villages dans ces zones-là, et donc tout ça, là, c'est en train d'être récupéré, d'être libéré. Donc il reste plus que cette partie, on va dire, nord de la RPD à libérer, mais qui est la partie importante. Puisque je rappelle que c'est ici à Slaviansk que se trouve le robinet du canal Seversky Donetsk Donbass qui nous approvisionne en eau. Et pour l'instant, le robinet il est fermé. Donc comme vous le voyez, là ça se passe très très mal pour l'armée ukrainienne. La tactique comme ça en fleurs qui éclot, c'est la tactique de Wagner. Hein. C'est la tactique des gars de Wagner. Donc on applique cette tactique qui marche très très bien. Voilà, je vois qu'il y a de nouveaux arrivants. Bonsoir Marc, bonsoir Evelyne. Bonsoir à tous. Alors,
Hop là. Alors si on revient un petit peu à la rencontre Trump-Poutine, bon, ils vont commencer au moment où on va finir, puisque là l'avion de Vladimir Poutine est en phase d'atterrissage à Anchorage, donc forcément on va pas pouvoir analyser le truc. Je pense que le site rep, je vais plus voilà développer l'analyse de ce qui se sera dit en fonction de ce qu'ils nous raconteront à l'issue de la réunion qui promet d'être longue, hein, on prévoit quand même 6 ou 7 heures, c'est-à-dire à peu près ce qu'avaient duré les négociations des premiers accords de Minsk, si mes souvenirs sont exacts, ou des deuxièmes. Donc ils vont finir, il va être 4 heures du matin, hein, donc on va pas rester ici jusqu'à 4 heures du mat quand même, je pense que hein, ça sert à rien, surtout qu'il y aura pas de, on va dire, de fuite en cours de route. Hein, ça sera à l'issue de tout cet ensemble de discussions entre Trump et Poutine, puis entre l'ensemble des délégations, hein, parce qu'il n'est pas parti tout seul, il est parti avec Lavrov, il est parti avec Dmitriev, avec voilà tout un certain nombre. Ils sont 5 au total, ils seront 5 aussi côté américain. Donc il va y avoir des discussions sur différentes choses. Bon. On sait déjà que, bien entendu, le dossier ukrainien sera sur la table, ça c'est clair, c'était évident, mais ça sera pas le seul. Des propos qu'on a entendus, entre autres, de la part de Vladimir Poutine, entre autres lorsqu'il a tenu une réunion au Kremlin avec ses différents assistants, etc., pour préparer la visite en Alaska. Il a clairement parlé, par exemple, de trouver des solutions en matière d'encadrement des armes stratégiques, c'est-à-dire des armes nucléaires. Faut pas oublier que tous les traités qui permettaient de limiter un tant soit peu les armes nucléaires stratégiques, longue portée, moyenne portée, etc., ont tous été foutus en l'air, merci les Américains. Certains arrivent bientôt à expiration, et on n'a rien de nouveau pour les remplacer. Et donc, forcément, il faut que les deux grandes superpuissances nucléaires discutent de ça. C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux, il faut en discuter, et il faut trouver des moyens de remettre en place un certain nombre de limites contraignantes, et pas seulement pour eux deux. Parce qu'en fait, bon nombre de ces traités ne prenaient pas en compte, par exemple, le fait que d'autres pays avaient l'arme nucléaire. Et entre autres, un certain nombre de pays hein, qui, voilà, à la base, n'étaient pas censés l'avoir. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où ces pays-là n'appliquaient pas les traités vu qu'ils les avaient pas signés, et donc les deux grandes superpuissances se limitaient sur certaines choses, alors que d'autres pays qui avaient acquis l'arme nucléaire sur le tard, eh bien, faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une mauvaise chose, mais il va y avoir beaucoup de longues discussions. Ils vont aussi certainement discuter coopération économique, je pense entre autres au niveau arctique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des possibilités à cet endroit-là. Faut pas oublier que, eh bien, dans l'extrême nord de notre charmante planète, eh bien la Russie et les États-Unis sont à la fois voisins et concurrents pour les ressources naturelles qui s'y trouvent. Et c'est bourré de ressources naturelles qui valent très très cher. Donc forcément, là aussi, il y a des discussions à avoir. Alors, question de Anna. Comment les civils sur place réagissent en majorité à l'arrivée des Russes dans les villages qu'ils libèrent ? Ils les accueillent, ils sont heureux de les accueillir, hein, je veux dire, ça a toujours été le cas, partout en RPD. Faut pas oublier que l'ensemble de la République populaire de Donetsk, ou presque, a voté en 2014 pour sortir de l'Ukraine. D'accord, Mariupol a voté, Avdiivka a voté, Slaviansk. Et donc, résultat des courses, les gens ont vécu, entre guillemets, sous occupation de l'armée ukrainienne depuis 2014. Puisque ces gens avaient voté pour partir. Donc, la majorité, ils nous attendent.
Ils nous attendent. C'est pour ça que beaucoup risquent absolument tout, y compris leur vie, pour rester dans leur village et ne pas être évacués. C'est d'ailleurs un gros problème pour l'Ukraine, hein, qui est obligée de décréter l'évacuation forcée des familles avec enfants, par exemple. Ce qu'ils avaient fait à Bakhmout, ce qu'ils avaient fait donc Artyomovsk, ce qu'ils avaient fait à Avdiivka, ce qu'ils avaient fait à d'autres endroits. Qui pose d'énormes problèmes puisque des fois ils embarquent les enfants sans les parents, entre autres s'ils trouvent les enfants seuls, hein, donc c'est déjà arrivé. Des gens m'ont raconté, les parents étaient partis chercher de l'aide humanitaire, ils avaient laissé leur gamin qui avait quoi 13 ans, donc bon, il pouvait rester tout seul. Il est parti jouer un petit peu dans la rue et il s'est fait attraper comme ça par les anges blancs qui l'ont embarqué. Quand les parents ont appelé, les mecs ont fait comme s'ils n'étaient pas au courant. Bon, ça c'est des gamins qui finissent dans du trafic d'êtres humains, hein. Je vous cache pas la réalité. Donc clairement, beaucoup de gens se cachent pour essayer de ne pas avoir à évacuer les familles parce qu'ils veulent pas voilà, risquer de se faire embarquer leur enfant. Souvent parce que le mari, il est en âge de servir et qu'il n'a pas envie d'être mobilisé dans l'armée ukrainienne. Hein. J'ai eu un cas comme ça à Avdiivka. Donc clairement, c'est des situations compliquées. Il y en a quelques-uns qui évacuent, mais l'écrasante majorité, ils restent là et ils attendent qu'on les libère. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et malheureusement, il y en a, comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans la vidéo que je vous ai publiée sur Telegram et sur Twitter d'ailleurs, se font tuer par les soldats ukrainiens. Donc aujourd'hui, on a eu à Rudinskoye une femme qui a emprunté la route qui partait vers le nord-ouest, hors de la ville. Et un drone de reconnaissance russe a filmé le moment où un soldat ukrainien tire sur cette pauvre dame, va s'assurer qu'elle est morte, et puis repart dans sa tranchée, dans une petite zone un peu boisée, à côté de la route. J'ai pas de mots. Je veux dire, manifestement, cette dame essayait de rejoindre la zone un peu plus au nord, qui est déjà sous contrôle de l'armée russe. Et malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini de voir de telles scènes d'horreur. Donc voilà, quoi. Alors, Dom qui demande, concernant donc les accords à propos des bombes atomiques, celle d'Israël, par exemple, existante, mais jamais reconnue et pas contrôlée. Mais par exemple, oui. 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 Par exemple. Mais pas seulement. Mais oui, il y a un certain nombre de pays qui, normalement, n'auraient pas dû avoir la bombe nucléaire et qui ne sont pas inclus dans tous ces traités. Et donc, effectivement, ils ne sont pas contrôlés. Donc, ça pose problème, parce que ça permet une prolifération des armes nucléaires tactiques, stratégiques, en dehors des deux grandes superpuissances qui elles, eh bien, se limitent, quoi. Jean-Luc dit trafic d'êtres humains, comment Yougoslavie? Oui, de toute façon, toutes les zones de conflit comme ça, c'est des endroits idéaux pour le trafic d'organes, trafic de femmes, pour prostitution, etc. Et les enfants pour des réseaux pédocriminels. Alors, Thierry qui demande où est-ce que l'on peut voir le live avec Poutine. Je ne sais pas. Ça sera sûrement diffusé via le Kremlin. Je suppose. Je suppose. Mais il faut voir, de toute façon, ils vont pas diffuser en direct le truc. Et ce qu'ils diffuseront, ça sera la conférence de presse. Ça oui. Mais le reste, vous attendez pas. Ça sera pas filmé en direct. Hein, ça va se passer discrètement entre eux, à huis clos. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Les discussions de ce niveau-là n'ont pas à se passer en public. D'accord? C'est deux grandes superpuissances qui essaient de se mettre d'accord
sur la façon d'arriver plus ou moins à s'entendre pour éviter de s'entretuer à coups de bombe nucléaire. Donc c'est une discussion qui est importante à avoir. Moi, les grands blabla de Trump, du oui, si on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, oh, je prendrai des sanctions. Ben prends-les tes sanctions. La Russie est le pays le plus sanctionné au monde. On est toujours debout. Alors, donc, enfin, je pense qu'il faut vraiment, concernant cette rencontre entre Poutine et Trump, il faut savoir raison garder. Je pense pas qu'ils vont pas régler le conflit d'un coup. Déjà, parce que, d'ailleurs, comme l'a dit Trump, il va surtout voir, en fait, tester jusqu'où la Russie est prête à faire des compromis, pour ensuite retourner vers Zelensky et lui dire, voilà à quoi tu peux t'attendre au mieux. Mais de toute façon, comme je l'ai dit la semaine dernière, le problème est que Zelensky est pieds et poings liés par toute la corruption et les détournements de fonds qu'il a fait. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, celui qui signera le papier cédant officiellement la Crimée et les 4 nouvelles régions de la Fédération de Russie à la Russie va se faire dégommer en Ukraine. Je vous le dis, on a vu comment ça s'est passé avec un des négociateurs des accords d'Istanbul de 2022. Donc celui qui signera ce papier-là, qui que ce soit, ça sera pas Zelensky parce qu'il n'est plus légitime, donc ça pourrait être Stefanchuk, président du Parlement ukrainien. Dans ce cas-là, Stefanchuk a intérêt à pas remettre les pieds en Ukraine. Voilà. Et à se faire très discret par après. Voilà, disparaître. Parce que clairement, les néo-nazis ukrainiens, que d'ailleurs certains médias occidentaux, genre BBC, etc., sont en train d'essayer de whitewasher, hein, donc de bien les blanchir, de bien les... Ouais, le mec est un néo-nazi assumé, mais on essaie d'en faire une figure qui pourrait prendre la place de Zelensky, c'est du délire. Je veux dire, voilà, après Zaloujny, le pote des néo-nazis, maintenant le chef des néo-nazis. Tout va bien. Bon, écoute, hein, euh, je pense que là, un moment, faut arrêter. Je suis personnellement vraiment de plus en plus outré, en fait, de voir le travail des confrères occidentaux, de voir à quel point ils se moquent de toute éthique, vraiment, enfin, de toute morale. C'est-à-dire que on te blanchit des néo-nazis assumés. Les mecs, je veux dire, ils se cachent pas. Je veux dire, hein, le surnom de Bilecki, c'est le Hitler ukrainien. Je veux dire, bon. Euh, et on essaye donc de te noircir la Russie. Donc là, par exemple, aujourd'hui, hein, donc moi, je vois les tweets de certains, là, comme Monsieur Cyril Amourski, un journaliste qui fait le tapin, pardon, la pige, dans tous les médias russophobes occidentaux. Il a travaillé aussi pour des trucs ukrainiens, sans surprise, hein, qui te raconte que les Russes tuent les civils en arrivant dans les villages. Si c'était le cas, je vois pas comment j'aurais pu faire l'interview de gens qui ont fui Selidovo, hein, ou de gens qui hein, ont évacué Avdeïevka, hein, ou d'autres localités comme Kurachovo, après l'arrivée des soldats russes. Je veux dire, c'est les soldats russes qui risquent parfois leur vie pour les évacuer sous les bombardements ou les attaques de drones de l'armée ukrainienne. Donc quand je vois ce genre de connard de sortir que l'armée russe tue les civils quand elle arrive dans les villages, alors qu'on a des vidéos comme celle d'aujourd'hui, donc filmées par un drone de reconnaissance russe, montrant un soldat ukrainien tuer froidement une civile qui essaye juste de se sauver d'une ville où les combats sont en cours pour essayer de se mettre à l'abri côté russe.
et que je vois ce qu'écrit Cyril Amourski sur Twitter, je me dis qu'il y a des baffes qui se perdent. Il y a des condamnations pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui se perdent aussi d'ailleurs. Hein, je rappelle à ce monsieur que le propagandiste en chef nazi, hein, Julius Streicher, a été condamné à mort et pendu, hein, après le procès de Nuremberg, pour sa propagande. Moi je vous dis, il faut un procès de Nuremberg numéro 2. Ouais. Et là sur le banc des accusés, il n'y aura pas qu'un seul propagandiste. Non. Là va falloir plusieurs bancs des accusés pour mettre tous les coupables. Moi je vous le dis. Parce que ce que ces gens font, c'est non seulement une violation totale du travail de journaliste, mais c'est encore pire. Parce qu'ils savent pertinemment ce que fait réellement l'Ukraine, ce que fait l'armée ukrainienne. Ils sont au courant des crimes ignobles qu'ils commettent. Et malgré ça, ils racontent n'importe quoi sur l'armée russe, ils font une inversion accusatoire totale, et ils ferment leur gueule sur les crimes de guerre de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne. Ouais. Désolé, ça a coupé un petit peu. Désolé, il y a eu une petite coupure. Hein, je sais pas. Alors, je sais pas quel moment vous avez raté. Désolé. Alors, Tierno qui demande quel bénéfice tirent les Chinois sur cette rencontre. Aucun. Je vois rien concernant pour l'instant les Chinois de ce côté-là. Ils observent. Calmement, d'ailleurs. Hein, contrairement, comme le dit Dom, hein, qui dit que tous ces bavardages autour sont justement liés au fait que c'est à huis clos. Bah oui. Hein, c'est... ça les fait enrager. Hein, tous les les journalistes. Oui, non, je vais pas utiliser l'autre mot. Allez, je vais pas être trop vulgaire aujourd'hui. Mais oui, c'est autant de spéculation et de blabla autour de cette rencontre. C'est parce qu'ils savent bien que ils sauront que dalle avant la fin. Voilà, donc pas avant 4 heures du matin. Pourquoi Lavrov a-t-il mis un sweatshirt avec marqué SSSR, donc URSS, dessus? Avez-vous une idée? Oh, je pense que c'est un gros trolling. Mais Lavrov, Zakharova, Dmitri Medvedev, c'est des sacrés trolls. Hein. Non, mais ils aiment bien troller les Occidentaux. Et surtout les journalistes occidentaux. Donc, c'est un gros trolling. C'est, ouais, clairement, c'est du troll. C'est du troll made in Lavrov. Stephen qui dit que ça l'impressionne quand on voit la vidéo de l'armée russe avec les drones flâner dans certaines zones à la recherche de soldats ukro-nazis. La population est zen et tranquille dans les rues. Elle sait bien que les soldats russes sont là pour la libérer. Ben oui, c'est ça d'ailleurs la meilleure preuve. Les habitants des villages que l'armée russe libère, quand ils voient les drones russes à la recherche de soldats ukrainiens, les gens continuent de marcher, ils y prêtent même pas attention. Parce qu'ils savent que c'est un drone russe, ils savent que c'est pas un drone ukrainien, et ils savent que les Russes vont pas s'attaquer à eux. Et donc ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent aller chercher de l'eau, de la nourriture, ou aller chez le voisin, ils risquent que dalle avec les drones russes. Et ça, c'est la meilleure preuve. C'est la meilleure preuve que la Russie fait pas du tout ce que racontent vraiment des mecs comme Amourski. Alors, Aurélie, ce qui dit Zelensky essaie de se frayer un chemin vers la rencontre entre Trump et Poutine comme il pouvait. Tous les maquillages étaient bons. Alors, on a Zelensky le pingouin, Zelensky l'élan et Zelensky l'ours blanc. Ouais, bah, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Supergod qui dit leur calcul est simple, ils tuent leur population, après ils disent que ce sont les Russes qui les tuent. Bah oui, c'est ce qu'ils ont fait à Boucha.
C'est ce qu'ils ont fait à Izium. Quand ils ont repris Izium, c'est ce qu'ils ont fait à Mariupol. Ils ont tué les gens qui essayaient d'évacuer la ville. Alors que la Russie avait mis en place des corridors humanitaires. Donc, je veux dire, je suis même plus surprise, mais je suis toujours outrée quand je vois ça. Ce sont des civils, ce sont des gens qui n'ont pas d'armes, qui ont rien fait à ces soldats ukrainiens, à part ne pas être de leur côté. Voilà. Et ça, semble-t-il, ça suffit à certains pour justifier de les assassiner. Euh... Pietro qui dit tous les dirigeants européens sur le banc des accusés. Oui, 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 tous les dirigeants européens, les dirigeants ukrainiens, et bon nombre de journalistes occidentaux. Je pense qu'on peut quasiment tous les prendre et les foutre dessus, hein. C'est terrible à dire, hein. Mais tu prends tous les rédacs chefs de de tous les grands médias, plus tous leurs correspondants, soi-disant experts, qui racontent conneries sur conneries, hein, on n'en sort pas. J'ai vu c'était quoi sur LCI, ils te disent que le rouble s'effondre alors qu'au contraire, il s'est renforcé face au dollar. Donc, les mecs. Mais alors là, on est carrément tombé avec eux dans la quatrième dimension, hein, c'est-à-dire. Moi, je sais plus quoi dire. Si vous voulez. Quand les mecs en sont à te sortir des trucs qui sont complètement inversés par rapport à la réalité, moi j'ai envie de dire faut arrêter l'alcool, ou faut arrêter la coke, ou les deux. Ou les deux, je sais pas, ils font peut-être des mélanges. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui regardent encore la télé et qui croient ce que la télé leur raconte. Et ces gens-là ont le droit de vote. C'est terrifiant. Alors, bonsoir Marie-Christine. Alors, il dit, Spirgoat qui dit, il suffit de prendre la liste des merdias qui recevaient l'USAID et on a déjà une bonne idée de l'ampleur du nombre de collabos. Ah bah oui, oui, ceux qui reçoivent des subventions de l'État français. De toute façon, ils sont faciles à repérer, hein. Je veux dire, c'est ceux qui sont systématiquement à côté de la plaque, hein. Voilà. Ça, c'est terrifiant. Moi, je comprends pas, hein, comment les mecs ont pas honte, si tu veux. Je veux dire, ça m'est arrivé de me tromper, hein, dans des analyses, mais dans ce cas-là, je fais comme l'a fait Xavier quand il s'était planté sur la vitesse à laquelle se déroulerait l'opération spéciale. Dans ce cas-là, on fait notre mea culpa. Voilà. Faut être honnête, tu fais ton mea culpa, tu dis je me suis planté. Voilà. Bon. Et puis voilà. Et puis t'essayes d'apprendre pour pas refaire la même connerie une deuxième fois. Mais là, les mecs te sortent connerie sur connerie sur connerie, qui est démentie par la réalité sans arrêt. Et ils continuent. Moi, je dis heureusement que le ridicule ne tue pas. Enfin, en tout cas, heureusement pour eux. Bonsoir Frédéric. Les Européens vont payer quand ils auront les Ukrainiens dans l'Union Européenne. Ben, je vous le souhaite pas, hein. Parce que, dis donc, quand je vois l'addition que Zelensky réclame à la Russie pour reconstruire le pays, c'est morflé, là. Non, 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 non. Non. Hein? Puis ils vont vous faire payer pour réparer des routes dans des villes qui sont sous contrôle russe. Hein? Là, vous voyez, on est aux portes de Dobropolier. L'administration locale vient de faire un appel d'offres urgent pour réparer les routes. C'est vrai que c'est vachement important, disons. Ta ville va changer de main, t'as rien de mieux à faire. Voilà. Te mettre quelques millions de grivnia dans les poches avant que la ville ait changé de main. Voilà. Non, mais c'est un style, hein. C'est des spécialistes de la corruption, les mecs, hein. Super Gorel, j'imagine le procès des journaleux de LCU. Ah bah, moi je l'imagine aussi, hein.
Ça, je l'imagine aussi. Moi, je vous dis, je serais très contente le jour où ces gens-là seront condamnés pour leur propagande. Parce que c'est ça qui est mignon, c'est qu'ils nous traitent, nous, de propagandistes. Sauf que nous, les faits nous donnent raison, si tu veux. Hein, je veux dire, hein, non, mais bon. On avait dit que les armes magiques, ça n'existe pas, et que les chars, les léopards, les Abrams, les Challengers, toutes les merdes qu'ils ont fourguées à l'Ukraine, ça changerait rien. Ben, on avait raison. On avait dit la même chose pour les F-16. Voilà, bon, bah, on s'est pas planté, on a eu raison. Faudrait qu'il dise que c'était un demi-plantage en plus pour Xavier, car il pouvait pas prévoir le coup du père Boris. Oui, 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 oui. Si Boris Johnson n'avait pas débarqué à Kiev en urgence pour convaincre Zelensky de continuer la guerre, signer les accords d'Istanbul, et puis c'était fait. Là, le conflit était réglé. Là-dessus, effectivement, Xavier pouvait pas prévoir, mais effectivement, je veux dire, Zelensky se pissait de trouille dessus au bout d'à peine quelques semaines, était prêt à tout signer. Comme Poroshenko quand son armée a été détruite après Ilovaïsk, et puis après la bataille de Debaltsevo. Hein, dans ces cas-là, les mecs, ils sont prêts à tout signer. Donc, voilà. Donc oui, effectivement, c'était un demi-plantage. Voilà, il y a des trucs... C'est le paramètre hasardeux, hein, pour ceux qui connaissent Kaamelott. Voilà, c'est le petit paramètre hasardeux. Bon, ça, malheureusement, on ne pouvait pas le prévoir. Alors, quelqu'un qui dit que Xavier critique Pierre-Yves Rougeron. Bah, j'aime beaucoup Pierre-Yves Rougeron. J'avais d'ailleurs accordé une interview pour le Cercle Aristote, d'ailleurs. Olivier qui dit merci pour votre présence sur place et vos retours en langue française. La journée sera longue pour vous, mais pour les hommes de bonne volonté. Alors moi, je suis pas sur place à Anchorage. Moi, notre média est pas assez important pour ça. Je plains les collègues. Je plains sincèrement les collègues qui sont là-bas. Parce qu'il n'y a plus de place dans les hôtels et ils ont été logés dans un stade façon camp de réfugiés de la Croix-Rouge. C'est horrible. C'est horrible, vraiment. Ils sont dans des conditions, c'est ignoble. Vraiment, c'est lit de camp, aucune intimité. Enfin, c'est la catastrophe, vraiment. Et on parle de journalistes quand même qui sont... Enfin, c'est le poule du Kremlin, si vous voulez. C'est Russia Today, RIA Novosti, TASS, Izvestia, enfin les grandes agences d'information, et les pauvres gars et les pauvres nanas se retrouvent tous entassés les uns sur les autres dans des espèces de mini-box séparés par des morceaux de tissu à travers lesquels tu vois tout. Et les pauvres, ils vont devoir dormir là-dedans. C'est horrible. Non, vraiment, je les plains. Après 10 heures de vol, te retrouver là-dedans, non, tu pètes un plomb. Jean-Loup qui dit, je pensais naïvement qu'il existait la charte de Munich. Ouais, moi aussi. La charte de Munich. Je pense qu'en école de journalisme, ils doivent pas passer plus d'une heure de cours dessus. Hein. Parce que c'est catastrophique. Quand je vois comment travaillent les journalistes occidentaux et entre autres français. Ouh, la charte de Munich, elle se fait prendre par tous les côtés en gangbang. Hein. C'est une catastrophe. Je suis désolé pour la vulgarité, mais à un moment, c'est ça, quoi. Là, je veux dire, c'est limite pornographique. Enfin, je veux dire... Émeric qui dit tant mieux si l'Europe paye pour réparer les routes. Ben non, parce que c'est vos impôts, quoi. C'est vos impôts qui partent dans ces conneries. C'est terrible. Et déjà actuellement, on vous prive d'infrastructures, on vous prive de soins corrects dans les hôpitaux, on vous prive de réparations importantes dans les écoles, dans les maternelles. On vous prive déjà voilà, de 2 jours fériés pour faire des économies, pour envoyer tout cet argent à l'Ukraine. En réalité, si la France arrêtait de jeter le pognon par les fenêtres en l'envoyant à Kiev, mais vous les faites les économies sans aucun problème. Donc moi, ça me plaît pas de voir votre argent partir comme ça en fumée et en compte offshore de Zelensky et de ses petits copains.
Parce que c'est ça qui se passe. Les mecs s'en mettent plein les fouilles et ça leur sert à acheter des villas aux quatre coins du monde. Super qui dit même de récupérer les cadavres de leurs soldats tués, ça les fait chier tous tarés. Oui, 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 oui. Ce que je vous avais dit. Ils veulent pas récupérer les corps. Maintenant, ils font semblant de pas pouvoir les identifier. Et là, j'ai vu passer une vidéo où tu vois clairement un gars du TCK et du TCC et de la police qui essaye de faire signer à la veuve d'un soldat qui a été tué une renonciation à la compensation à laquelle elle a droit. Tu vois la nana, elle regarde le papier, elle le froisse, elle le jette à la gueule du policier et en gros, elle leur dit mais cassez-vous quoi. Mais vous avez pas honte quoi. Non mais la honte est morte en Ukraine, hein. Mais vraiment, hein, je veux dire, quand tu vois les actions du TCC et de la police, la honte est morte, hein. Ça n'existe pas. Ils ont zéro dignité. Quand on te raconte que la révolution du Maïdan, c'était la révolution de la dignité, mais la dignité, elle s'est barrée en courant du pays en 2014. Et la honte avec. Et les mecs, vraiment, vraiment, sans trembler des genoux, tu viens voir la veuve d'un homme qui a très certainement d'ailleurs été embarqué de force par le TCC, qui a certainement été bussifié, envoyé sur le front après 3 jours d'entraînement, qui a dû mourir en moins d'une semaine, et tu vas voir la veuve, et sans trembler des genoux, tu lui dis voilà, tu signes le papier pour que tu reçoives pas la compensation à laquelle tu as droit parce que ton mari, il est mort. Non mais, on touche le fond. On touche le fond. Je veux dire, les mecs qui font ça, c'est des sous-merdes. Je peux même pas appeler ça des êtres humains, c'est des sous-merdes. Emery qui dit, ils sont quand même acharnés à vouloir continuer la guerre. C'est hallucinant de ne pas voir qu'ils sont cuits depuis le début. Mais oui, 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 l'Ukraine, et c'est ce que j'ai dit dans un de mes commentaires cette semaine, l'Ukraine s'est lancée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. C'était cuit dès le début. Je veux dire, l'armée russe est la deuxième armée la plus puissante au monde. Deuxième armée la plus puissante au monde. Sérieusement. À quel moment, les gars, vous vous êtes dit, sur un malentendu, ça va passer? À quel moment? Je veux dire, mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que, entre autres, les élites occidentales qui ont envoyé Boris Johnson en mission commandée en 2022 pour dire à Zelensky de rien signer et de continuer le combat, sont des gens extrêmement russophobes, racistes, qui voient en gros les Russes comme des moujiks sous 24 heures sur 24 à la vodka, débiles, et en gros ils ont encore l'image de l'armée russe, genre sous l'époque Eltsine, quoi, l'époque de la première guerre de Tchétchénie, quoi. Mais non, quoi. Non, non. Non. Les mecs, vous avez raté 20 ans de l'histoire de la Russie. Vous êtes plus du tout à l'heure, là. Vous avez un gros décalage horaire. Il y a un gros problème, là. Alors... Christiane qui dit Zelensky ne cédera en rien, c'est pour ça qu'il n'a pas été invité, alors que va-t-il se passer? Jusqu'où dans l'air folie iront les Européens? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que ça va très très mal se finir pour l'Ukraine. Parce que Zelensky ne voudra pas arrêter le bain de sang. Parce que lui, il s'en met plein les poches chaque jour qui passe. Donc pour lui, il n'a aucun intérêt à arrêter. Plus, deuxièmement, comme je l'ai dit, le jour où la paix est signée, non seulement le gars qui a signé le papier a intérêt à courir vite, mais Zelensky aussi. Il a intérêt à avoir l'hélicoptère déjà sur le toit de l'administration présidentielle, prêt à décoller. Parce qu'il va se faire écorcher, vif, par les néo-nazis ukrainiens. Ça c'est garanti. D'accord? Donc, clairement, pour Zelensky, c'est pas dans son intérêt. Son intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout pour continuer à s'en mettre plein les fouilles et repousser le moment où il va devoir s'enfuir avec ce qu'il a dans les poches. Voilà. C'est une main devant, une main derrière. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Il va continuer. Il va continuer. Donc, la Russie va continuer aussi. Et là, on commence déjà à voir les résultats de la tactique d'attrition de la Russie. La stratégie d'attrition de la Russie porte ses fruits. Ça a été long,
Mais ça y est, on commence à voir effectivement le front qui craque, comme près de Pokrovsk. Pour l'instant, c'est des petites fissures. Mais le déficit de personnel militaire est clairement visible. Des positions sont laissées sans soldats, nos soldats arrivent à s'infiltrer dedans et à créer une faille qu'ils agrandissent. Voilà, petit à petit. Donc là, ils sont en train de jouer les pompiers, ils ont envoyé Azov et puis plusieurs brigades parmi les meilleures qui sont en train de se faire laminer en tentant une contre-attaque. Elles vont se faire détruire. Et ces unités, elles ont été prises d'ailleurs. Hein. Certaines ont été prises de la direction de Soumy, d'autres ont été prises de la direction de Kupiansk. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que dans ces directions-là, il va y avoir encore moins de soldats qu'il y en avait. Donc, résultat des courses, ça va craquer là-bas. Donc, ça va se mettre à craquer en direction de Kupiansk, et ça va se mettre à craquer en direction de Soumy. Vous voyez, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Le problème, c'est qu'ils savent qu'une fois Pokrovsk tombé, la route vers Dnipropetrovsk, c'est de la steppe. C'est de la steppe. Il y a très très peu d'agglomération pour organiser des fortifications, quelque chose qui tienne un peu la route. Ils le savent. Et donc ils se font dessus. C'est pour ça qu'ils essayent de tenir Pokrovsk à tout prix. Hein. Christiane qui dit que Zelensky doit sauver sa peau et sa fortune et celle de ses amis et familles. Et Christina qui dit qu'il sera obligé, sinon la Russie va prendre jusqu'à Kiev. Mais là, je pense que ça va se terminer par un découpage qui sera vraiment pas à l'avantage de l'Ukraine. Mais vraiment. Je pense que ça va se terminer avec de Kiev à Odessa sous contrôle russe. De Kiev à Odessa sous contrôle russe, c'est-à-dire toute la Novorossia plus jusqu'à Kiev. Et puis, on laisse à l'Ukraine les parties hongroises, polonaises, roumaines. Démerdez-vous, faites-en ce que vous voulez. Voilà. Mais je pense que ça va se terminer comme ça. C'est-à-dire qu'il va rester Lvov, Ivano-Frankovsk, Moukatchevo, Jitomir, Vinitsa. Ce genre de coin, quoi. Bonsoir Christelle, la guerre en Ukraine n'est pas un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais entre les USA et la Russie. Oui. L'Ukraine n'est qu'un pion. Hein. L'Ukraine n'est qu'un pion des États-Unis dans un conflit qui la dépasse totalement. Denis qui dit bonsoir, c'est peut-être pour ça qu'il est en voyage à l'étranger ce soir. Non, mais je pense de toute façon qu'il va se sauver. Hein. C'est une anguille. C'est une putain d'anguille. Hein. Zelensky, il va se sauver avant le truc. Alors, au Royaume de France, qui dit le service des impôts ukrainien a publié des informations sur les revenus déclarés et les impôts payés pour 2024. Selon les déclarations d'impôts en 2024, les Ukrainiens ont gagné près de 50% de plus qu'en 2023. Ah oui, il y en a quelques-uns qui se sont bien enrichis, oui. Oui, le nombre de millionnaires en Ukraine a considérablement augmenté. 6600 de plus. Forcément, hein, avec les gars du TCC qui font payer plusieurs milliers de dollars à chaque type qui demande à échapper à la conscription. Les mecs qui deviennent millionnaires hein, très rapidement, hein, moi je te le dis. Bien sûr. Bien sûr. Pour le conflit entre Xavier et Rougeron, je suis pas au courant. Donc je commenterai pas. L'intégration de l'Ukraine dans l'UE sera 1000 fois plus coûteuse que le rattachement de l'Allemagne de l'Est. Il y aura le coût de la corruption, problème démographique dû aux disparitions des tranches d'âge mortes au combat, donc pas de retour d'investissement. Il ne resterait que le pillage économique par des entreprises internationales. Et encore, parce que si la Russie va, mettons, de Kiev jusqu'à Odessa et prend tout ça sous son contrôle, mais il vous reste quoi? Des terres agricoles. Les seuls qui vont s'en mettre plein les fouilles, c'est Monsanto. Enfin, Bayer. Parce qu'ils les ont rachetés. Parce qu'il n'y a rien. Quasiment. Il n'y a quasiment pas d'industrie dans l'ouest du pays. Le potentiel industriel de l'Ukraine, il est tout dans la partie est et sud-est du pays. Je rappelle que le Donbass, à lui seul, c'est 25% du potentiel industriel de l'Ukraine et 15% de son PIB. Voilà.
Donc je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Je pense que vous comprenez bien que il y aura même pas de grand pillage économique à faire. Emmerich qui dit, lui s'en fiche, il part vivre en Russie. Bah écoute, bonne chance. Bonne chance et bravo. Alors... Dom qui dit, la honte est morte aussi chez tous les dirigeants européens, à quelques exceptions près. Oui, ça c'est clair, oui. Alors, 15 août pour l'anecdote, c'est la fête nationale d'un des pays amis de la Russie, l'Inde. Oui. C'est aussi la date anniversaire de la libération de la Corée du Nord de l'occupation japonaise. D'ailleurs, on a fêté ça ici à Donetsk. Les jeunes ont fait un flash mob en l'honneur de la Corée du Nord. Alors, Emmerich qui dit actuellement en Russie, je tiens à vous dire que le peuple russe est un peuple merveilleux, d'une gentillesse et d'une culture bien largement plus grande qu'en Occident, ça c'est vrai. Alors, Anna qui dit cette semaine, il y a eu Mike de GPTV qui a fait des micro-trottoirs à Paris en essayant de sonder les connaissances des passants sur les partis souverainistes et un autre sur l'opinion qu'ont les gens sur Poutine. Pour le premier, beaucoup de gens ne connaissent pas ces partis et leurs idées, ce qui m'étonne pas, vu qu'ils sont exclus des médias. Hein, voilà. Hein, bon, il suffit de voir le temps de parole qu'il aurait accordé sur les grandes chaînes du PAF pour comprendre pourquoi les gens ne savent pas qui ils sont. Mais c'est voulu, hein, c'est fait exprès. Pour le second, il croit le plus souvent que Poutine est un homme horrible et le grand méchant dans le conflit ukrainien. Comme quoi, les médias mainstream sont malheureusement efficaces, surtout à Paris. Ça me fait penser au livre d'Orwell, 1984, avant-gardiste et assez effrayant, où les infos sont orientées et l'histoire est réécrite en permanence par les élites au pouvoir. Mais c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font aussi en Ukraine, d'ailleurs. Hein, ils m'ont bien fait rire avec leur petit morceau d'ukrainisme, à essayer de faire passer Sergei Prokofiev pour un compositeur ukrainien. Sergei Prokofiev est né dans la région de Donetsk, à l'époque où cela faisait partie du gouvernorat de Yekaterinoslav, qui faisait partie de l'Empire russe. Il n'y avait pas d'Ukraine. En plus, ses parents étaient de Moscou et de Saint-Pétersbourg, donc voilà quoi. Du grand n'importe quoi à l'ukrainienne. Bref. Alors, il y a qui dit il faut traquer le soldat ukrainien qui a tué cette civile et ça va jusqu'où il se terre puis le zigouiller. Ah mais de toute façon c'est ce qu'a dit Andrei Filatov, hein, le journaliste russe qui a initialement publié cette vidéo, qui est en contact avec nos soldats sur le terrain. Ah, il a dit de toute façon c'est clair que les gars qui sont dans cette zone boisée, on fera pas de prisonniers. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Nos gars ont vu la vidéo que leur pilote de drone a filmée. Il n'y aura pas de prisonniers. Les soldats ukrainiens qui sont dans cette zone-là, vous pouvez déjà les considérer comme morts. Bonsoir Corneille. Malgré que le programme soit chargé, vous y êtes, merci, courage. Nous suivons actuellement l'Alaska. Poutine vient d'atterrir, à tout à l'heure. Oui. Donc bon, comme je dis, de toute façon, la discussion sera à huis clos, on en saura plus demain matin à 4h du mat. Donc de toute façon, ça sert à rien de s'exciter avant. Mais voilà, moi j'ai vu des trucs... genre, en gros, Poutine se couche en allant en Alaska, blablabla, mais pas du tout, bien au contraire. Vous savez ce qu'il montre en faisant ça? Qu'il a absolument pas peur. Il va en terrain ennemi, même pas peur. C'est pour vous dire à quel point il est sûr de lui, quand même. Hein. Et ça montre un truc. C'est qu'il y va en position dominante. Il y va clairement en position dominante. Et pas l'inverse.
pas l'inverse. Donc les gens qui se tapent des gros délires en mode pessimiste, oui, mais il part déjà perdant en allant chez l'ennemi, mais arrêtez quoi, arrêtez. Là ça devient débile. Au bout d'un moment ça devient débile. Les gros morceaux de pessimisme, comme j'en vois des fois chez certains analystes, arrêtez. Voilà. Anna qui dit qu'il faudrait qu'un média dissident des médias mainstream puisse se faire entendre en France comme la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, on n'est plus à l'époque de la diffusion analogique. Hein, ouais. On est passé au truc numérique, hein, c'était voulu. Et donc, par exemple, Russia Today peut plus diffuser en Europe. Hein, Telsat les a bloqués. Frédéric qui dit, au fait, saviez-vous, Dmitriev a rencontré un ours à Anchorage, un bon présage d'après lui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors Pierre-François qui dit, il y aurait un milliardaire ukrainien à Chambéry, on le garde en France alors qu'on renvoie un Ukrainien à qui il manque une jambe et qui a toute sa famille à Bordeaux. J'ai envoyé l'article sur le V4 Cristal, oui, je l'ai vu passer. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Je veux dire... Mais comme je dis, le problème, c'est que la honte a quitté depuis longtemps tant l'Ukraine que les élites européennes. Donc, ils s'en foutent des Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, c'est des pions. Voilà. Christiane qui dit, pour ça que BlackRock a vu le désastre qui s'annonçait, l'Europe prend le relais histoire d'appauvrir encore plus ses peuples. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous avais dit. BlackRock, hein, qui avait au départ entre les mains le fameux fonds de reconstruction de l'Ukraine, a lâché l'affaire. Pour que les mecs lâchent l'affaire, c'est qu'ils ont compris que ça pue du cul. Hein, et que le truc, ça ira nulle part. Voilà. Et que le retour sur investissement, il sera à zéro. Voilà. Il sera même négatif. Donc, clairement, si BlackRock a lâché l'affaire, si vous voyez un vautour ne pas toucher à un morceau de bidoche, c'est qu'elle est frelatée. On est bien d'accord, hein? Bon. Et donc, faut pas y toucher. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Frédéric qui pense que c'est bizarre que des Parisiens soient tous... Non, mais les Parisiens, ils sont particuliers. Écoutez, non, Frédéric, c'est possible. Hein. Les gens qui vivent à Paris, c'est pas les mêmes gens que ceux qui vivent dans le reste de la France, si tu veux. Mais c'est pareil avec Moscou. Hein. Et Moscou, c'est un truc particulier. Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est des microcosmes particuliers. Moscou n'est pas la Russie. Paris n'est pas la France. Donc non, ça m'étonne pas du tout qu'il n'ait pas réussi à trouver des souverainistes à Paris. Alors, Patrick, qui demande, il me semble que vous confirmez, sur le plan constitutionnel soviétique, l'Ukraine existe déjà comme République socialiste soviétique d'Ukraine depuis le 10 mars 1919, membre fondateur de l'URSS en 1922. Si on remonte plus loin, République populaire ukrainienne, proclamée en 18 à Kiev, mais elle n'a pas été durablement indépendante. Oui, mais enfin, les républiques qui faisaient partie de l'URSS, elles n'étaient pas indépendantes. Si vous voulez, elles faisaient partie de l'URSS. Elles dépendaient de Moscou. Elles prenaient les ordres de Moscou. C'était pas des États souverains. C'est ça que faut comprendre. Donc oui, il y a eu une république très très éphémère à Kiev en 18-19, voilà. Mais oui, il y a eu un référendum en 91 où les gens effectivement ont voté pour l'indépendance hors de l'URSS. Mais bon, c'est... L'Ukraine existait sur le papier. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour avoir plus de sièges. Ce qui fut d'abord la SDN, donc la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, puis après l'ONU. Parce que comme ça, ils n'avaient pas un siège, ils en avaient plus d'une dizaine. Ben oui. Non mais, pour ça je dis, il faut pas prendre les Russes pour des cons non plus. Hein.
Pierre-François qui dit, il y a encore des Russes sur WhatsApp, dangereux, point d'interrogation. Oui, c'est dangereux. Mais clairement, il faut que les gens quittent WhatsApp, ça c'est clair, hein. C'est un espion. Le problème, c'est que la façon dont certaines autorités en Russie essayent de pousser les gens à abandonner WhatsApp est assez catastrophique. C'est pas la bonne façon. Alors... Double K qui dit LCI a eu son os à ronger concernant le sweatshirt SSSR, hein, donc URSS de Lavrov. Ils vont se défouler là-dessus. Ça va être lunaire. J'imagine déjà ce que dira notre expert du KGB, Sergei Girnov. Ah oui, oh non, 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 me parlez pas de lui. Me parlez pas de lui. La dame pipi du KGB. Mon Dieu. On a l'hôtesse de l'air, pseudo-expert en conflit et en géopolitique. Et on a la dame pipi du KGB. Ouais, non, mais bon, là, les médias français ont les experts qui peuvent. Hein. Pierre-François qui dit bidoche empoisonné, ça se soigne avec 13 triples pastis sans eau ni glace. C'est un peu radical quand même. Hein. C'est un petit peu radical quand même. Alors oui, il y en a qui disent jolie couronne au-dessus de ma tête. Oui, c'est le double aigle russe. L'aigle bicéphale. Voilà, l'aigle bicéphale russe. Une tête qui regarde à l'ouest, une tête qui regarde à l'est. Eh oui. Alors, Christiane qui dit si Poutine et Trump se rencontrent, c'est pas pour se taper des verres de vodka, c'est que c'est du sérieux. Il paraît même que Poutine songe à dévoiler tous les laboratoires secrets. Oui, bon, ça je... Christina qui dit le Donbass était russe, mon grand-père est né à Lugansk, passeport russe de son arrivée en France. Oui, bah oui. Oui. Mais je vous l'ai dit, une bonne partie pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir mon article, tapez dans Google Donbass, origine historique du conflit. Vous allez tomber sur mon article. Il est sur Donbass Insider et il est sur, je l'ai recopié sur International Reporters, où j'explique clairement, il n'y a pas d'entité d'État ukrainien avant la révolution bolchevique. D'accord, la révolution de 1917. Avant ça, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu. On n'est pas dans le cas, par exemple, de la Pologne, qui a existé, puis disparu, puis est revenu sur les cartes, puis a redisparu, avant de revenir. Voilà. Là, on n'est pas dans ce cas-là, si vous voulez. On est dans le cas d'un État fantoche, artificiel, qui a été créé en piquant des morceaux d'un certain nombre d'États qui étaient voisins. Une bonne partie a été piquée à l'Empire russe, une partie a été piquée à la Hongrie, une partie a été piquée à la Roumanie, et une partie a été piquée à la Pologne. Et de toute façon, pendant des siècles, toute cette zone-là a changé de main sans arrêt. L'État original qui s'appelait la Rousse, qui a été appelée par après la Rousse de Kiev, mais à l'époque elle s'appelait pas la Rousse de Kiev, elle s'appelait la Rousse tout simplement, et qui avait pour capitale Kiev, s'est allé de l'Ukraine actuelle jusqu'à Novgorod, en passant par la Biélorussie actuelle. Mais c'est pas parce que Kiev en était la capitale que c'était un État ukrainien. Ça s'appelait la Rousse, ça s'appelait pas l'Ukraine. Je veux dire, à un moment, faut remettre un peu les choses à leur place, quoi. Et je vous dis, je vois ces tentatives de réécrire l'histoire de la part de l'Ukraine, ces tentatives d'ukrainisation de gens, de célébrités, etc. Ça serait comme de dire que Vercingétorix c'était français. Non, Vercingétorix n'était pas français, il était gaulois. C'est même un celte plus exactement. Mais il n'était pas français. Il n'y avait pas d'État français à l'époque. Ça n'existait pas. Hein. Là, on est dans le même cas de figure. Dans le même cas de figure, avec la réécriture de l'histoire à tour de bras. Christiane qui dit donc l'Ukraine était créée par Staline, je crois, en mélangeant les peuples et en séparant les familles à l'époque. Mais oui, parce qu'en fait, Staline s'est dit, alors pour éviter que
des mouvements, on va dire, nationalistes foutent le brin, on va leur donner un petit quelque chose. C'est-à-dire qu'on crée effectivement des républiques, plus ou moins selon les... Plus ou moins, parce que le Donbass, par exemple, et toute la partie de la Novorossia, voulaient pas du tout rejoindre la RSS d'Ukraine. Ils voulaient retourner au sein de la RSS de Russie. Ouais. Mais Lénine a dit non, mais il n'y a pas assez de prolétaires dans la partie ouest, donc il faut rajouter du prolo. Et comme la partie est-sud-est, eh ben, c'est celle, comme je l'ai dit, qui est la plus industrielle, là, tu as du prolétaire à tout va. Et donc, ils ont raccroché les wagons comme ça, entre deux territoires qui avaient plus rien en commun, si tu veux. C'est l'Ukraine de Lvov et on va dire l'Ukraine de Donetsk, ça n'avait strictement rien à voir, c'était deux pays différents. Alors, tant que c'était l'Union soviétique, ça tenait. Et puis, dès que l'Union soviétique s'est effondrée et que l'USAID, la CIA ont commencé à activement réactiver toutes les organisations de néo-nazis, de nostalgiques du Troisième Reich, de Stepan Bandera et compagnie, si vous voulez, la minuterie était déjà activée. La minuterie était déjà activée et le compte à rebours avait commencé pour l'explosion finale de l'Ukraine. Ce qui s'est passé en 2014 était prévisible. D'ailleurs, ça avait été prévu par certains, d'ailleurs. Je pense à ce cher Jirinovski, paix à son âme, qui a vu beaucoup de choses qui se sont réalisées. Donc, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Quand tu as un pays qui est un patchwork ethnique et culturel et linguistique, soit tu es intelligent, tu la joues fédérale, c'est ce qu'a fait la Russie, ce qui te permet de conserver l'unité du pays tout en aidant, on va dire, les particularismes régionaux, les langues, traditions, culture, histoire locale, à rester intactes, les préserver, etc. Ce qui évite les mouvements séparatistes. Soit tu la joues comme l'Ukraine, t'envoies les chars. Bon, ça se termine généralement mal, hein. Je dis ça comme ça. Voilà. Alors, oui, Khrouchtchev qui a donné la Crimée. Voilà. Qui a donné la Crimée à l'Ukraine pour des histoires en fait, de raccrocher ça administrativement, puisqu'en fait, effectivement, d'un point de vue terrestre, la péninsule est raccrochée à ce territoire-là. Bon, mais c'est tout. Patrick, il demande, vous avez été reçu par Vladimir Poutine, comment est-il? Adorable, très gentil. C'est très agréable de parler avec lui. Il te prend pas de haut. Il te parle de personne normale à personne normale. Ça, je dois dire, c'est un truc qui m'a beaucoup impressionné. Surtout quand tu vois comment Macron s'adresse aux gens ordinaires, hein, les gens qui ne sont rien de son point de vue. Là, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. On est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment accessible, qui est vraiment... qui écoute ce que tu dis, qui discute avec toi, et il te prend pas de haut, voilà. C'est vraiment, il est pas du tout dans cette attitude-là. Il est pas le seul d'ailleurs. Je veux dire, avant de faire la présentation devant lui, je veux dire, j'ai été en contact avec des gens de son administration, je dirais pas qui. Je veux dire, ces gars me tutoyaient, je veux dire, et je les tutoyais, et il n'y avait aucun problème. Voilà. Donc, c'était pas Zdravstvuyte, c'était Privet, c'est salut. Voilà, quand on se parlait au téléphone. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui est resté simple, qui est resté quelqu'un du peuple, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Voilà, il vient de la ville martyre de Leningrad, qui était en ruine après la Seconde Guerre mondiale, après le blocus, lors duquel son frère aîné est mort.
Sa mère a failli mourir d'ailleurs. Son père a été blessé en défendant la ville. Donc, si tu veux, ça, je pense que c'est resté profondément ancré en lui. Et ça fait que, eh bien, c'est un dirigeant qui reste tout à fait accessible et tout à fait au niveau de son peuple. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend pas pour James Bond, qui se prend pas pour Jupiter, qui se prend pas pour le roi Soleil. Voilà. Donc ça reste quelqu'un qui voilà, te parle de manière très naturelle, comme si en fait tu vous connaissiez depuis 10 ans. C'est voilà. Euh, Alors Frédéric il me dit que il me dit qu'il y a un loup avec GPTV, c'est qu'il y en a un, Rochatoudé obtient un résultat contraire dans la même capitale. Après ils ont peut-être pas fait les mêmes quartiers. Si tu veux, au sein de Paris même, j'ai quelques souvenirs, si tu veux. Si tu interroges les gens dans le 16e, tu vas pas avoir le même résultat que si tu interroges à Barbès. C'est pas, c'est pas la même population. C'est dans les différents arrondissements, t'as quand même différentes populations. Alors, alors je vois qu'il y a des débats. Il y a des débats. Oui, il y en a qui parlent de la prise de risque de Poutine. Un double K qui dit que les USA vont pas risquer un conflit nucléaire. Oui, non, c'est clair. Il toucherait à un cheveu de Vladimir Poutine. T'as Medvedev qui appuie sur le bouton. Non, 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 ça faut pas jouer à ça. Non, non. Et les USA ne joueront pas à ça. Je veux dire, Trump a beaucoup de défauts, mais il y a un truc que je lui reconnais. C'est un businessman. Ce n'est pas un fanatique idéologique. Il est là pour faire du business, pour faire de l'argent, et faire en sorte que l'économie américaine se porte bien. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et donc une fois que t'as compris ça, t'as compris que le mec est pas prêt à se faire vitrifier pour jouer les cons en s'en prenant au chef d'État la première puissance nucléaire mondiale. Oui, parce que c'est la Russie qui a le plus de têtes nucléaires au monde. Donc, devant les États-Unis. Donc, non. Là-dessus, je suis pas inquiète pour Vladimir. Euh, il sait que ça risque rien. Alors, Anna qui demande pourquoi le général Yakovlev, souvent invité sur les plateaux TV en France, est-il aussi pro-ukrainien et critique vis-à-vis de la Russie? Est-ce que ça vient de son histoire personnelle? Je ne sais pas. Je ne connais pas personnellement ce monsieur. Mais je pense surtout que la gamelle paye bien. C'est comme tous les journalistes français qui crachent à longueur de temps sur la Russie, etc. Je vous ai dit, la plupart savent très bien, à part les quelques jeunes crétins décérébrés, mais à part cela, la plupart savent très bien ce que fait l'Ukraine. Ils sont parfaitement au courant. Ils ne veulent pas le montrer à leur auditoire. C'est une chose très différente. Donc ces gens sont le plus souvent... Il y en a une partie qui sont des idéologues purs et durs, mais il y en a quand même une bonne partie, c'est surtout pour la gamelle. Parce que ça paye bien. C'est tout. Et malheureusement, on voit la même chose au niveau des think tanks qui sont censés conseiller entre autres le gouvernement français. C'est-à-dire pour garder leur contrat, ils vont dans le sens du vent. Mais c'est pas bon. Parce que si tu racontes ce que le gouvernement veut entendre au lieu de ce qu'il doit entendre, tu te retrouves avec des politiques et des stratégies débiles du genre Boris Johnson qui va dire à Zelensky ne signe pas, on va te donner des armements et puis vous allez vous battre. Bon. Voilà. C'est ça le problème. C'est que les fameux beaux rapports,
C'est un problème qui est généralisé. Je veux dire, on a ce problème-là en Russie, qui est en train d'être éradiqué petit à petit par nettoyage de Belousov au sein du ministère de la Défense. Mais ce problème est encore plus répandu en Ukraine et en Occident. Cette pratique on frotte le boss dans le sens dans le sens du poil, quoi. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si t'expliques pas que le train, il est en train de rouler vers le gouffre, vous y partez tous, quoi. Tu vois, je veux dire, bon. Christiane qui dit, il se passera rien, sinon Poutine ne viendrait pas, bien sûr. Poutine a quand même un très très bon service de sécurité. Je veux dire, je sais bien que certains parfois critiquent quand il y a un attentat ou un truc, mais je veux dire, dans l'ensemble, le FSB fait quand même un travail extraordinaire. Parce que vous rendez pas compte de la quantité de terroristes qu'ils arrêtent chaque mois. Je vous passe pas toutes les vidéos à chaque fois, hein, parce qu'il y en a trop. Quasiment chaque jour, hein, on a des informations, des vidéos sur l'arrestation de tel ou tel terroriste ou apprenti terroriste ou personne qui transmettait à l'Ukraine des informations sur les emplacements ou les déplacements de l'armée russe. Je veux dire, vous imaginez même pas. Alors, parfois, c'est des gens qui ont été piégés. Ah, par exemple, on a eu une série d'arrestations de grands-mères, de retraités, qui, justement, suite à des appels d'escrocs, se sont fait voler leurs économies. Et on leur a dit, en gros, pour retrouver vos économies, vous allez devoir déposer ou apporter à tel militaire un objet. En fait, le truc, c'est une bombe. Donc, ils ont voulu transformer des mamies en kamikazes. Bon, heureusement, le FSB les a arrêtés avant, mais enfin, moi, elles vont passer leur retraite à l'ombre. Voilà, donc je veux dire, ça, c'est une réalité. Il faut bien se rendre compte que le nombre d'attentats qui réussissent, comme l'opération Araignée, c'est 1%, même pas. 99% des attaques ou des attentats sont déjoués par le FSB avant même qu'ils aient lieu. Je veux dire, on a un excellent service de sécurité. Voilà, donc et Poutine a un service de sécurité qui est encore meilleur que le FSB, donc voilà. Alors, M1963, Macron est cru et superficiel, Poutine est profond et sage. Je suis bien d'accord. Cornet qui demande, je voudrais vous demander si la Russie pourrait garder toutes les régions annexées. Ah bah de toute façon, les 4 qui sont déjà inscrits dans la Constitution, il n'y a pas de question à se poser. Donc, Lugansk, Donetsk, Zaporogie et Kherson. Pour le reste, oui, je pense franchement qu'elle en a la capacité. Petit à petit, intégrer, réparer, remettre en état. Ce sont des régions qui sont riches industriellement, qui rapportaient de l'argent au budget ukrainien. Contrairement à ce que racontait Poroshenko, hein, qui racontait que le Donbass était une région subventionnée. Je veux dire, c'est des régions qui, je pense, rien que le Donbass, dès que tout sera remis en état et tout, on sera excédentaire. Voilà, on fournira de l'argent au budget et pas l'inverse. Pour l'instant, oui, c'est un gros investissement, comme la Crimée. Alors, Stephen qui demande dans la Fédération de Russie, qui est le numéro 2 après le président? C'est le Premier ministre. C'est Michoustine. Frédéric qui dit heureusement que Poutine ne se prend pas pour 007, James Bond est mauvais à côté. Quant à Paris, j'y suis né, j'y vis, j'y milite. Et de fait, je peux te dire que je te sors n'importe quel micro-trottoir que tu veux avec les résultats que tu voudras. Mais oui, j'ai vécu en région parisienne. J'ai étudié dans une université à Paris, donc oui, je sais. C'est pour ça que je dis, selon l'endroit où tu te positionnes, tu vas avoir des avis totalement différents. Voilà. Va faire ton micro-trottoir devant Jussieu, tu vas pas avoir les mêmes réponses que dans le 16e. Ou à Assas. Voilà, c'est comme ça, c'est... Alors... Et 1963 qui dit que ouais, tous ces experts de plateau TV, ça paye bien,
Et surtout, ça paye que s'ils suivent la ligne. Voilà, s'ils suivent pas la ligne, le narratif, ils perdent leur travail, exactement. Alors, quelqu'un qui me demande pour le chat que j'ai mis en place. Je vais copier le lien d'invitation. Hop là. Alors, Mauchakot qui dit en revanche, les nazis européens qui rejouent Salaud ou les 120 jours de Sodome se déchaînent avant la fin. Les juges d'application des peines au Nuremberg 2 auront du travail. Oui, ça c'est clair, oui. Ça. Surtout quand je vois le. Surtout quand je vois ouais, comment ça se passe niveau justice en France en ce moment. Odessa pourrait-elle devenir indépendante sous contrôle russe? Je pense que je pense que on aura la République populaire d'Odessa ou la région d'Odessa, je sais pas encore. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'Odessa va réintégrer la Russie. C'est une ville russe. C'est une ville qui a été fondée par Catherine la Grande, impératrice de toutes les Russies. Elle n'a pas été fondée par Nicolas l'Ukrainien. Elle a été fondée par Catherine la Grande. Bon. Voilà. C'était une ville russe jusqu'en 1918. Devenue ukrainienne par la création de cet État artificiel qu'est l'Ukraine. Bon. Je veux dire, si un siècle plus tard elle retourne à la maison mère, je veux dire, il n'y aurait rien de surprenant. Je veux dire. Je rappelle quand même que les habitants d'Odessa se sont aussi révoltés en 2014. Sauf que bon, eux, dès que ça a été maté dans le sang, ils se sont couchés. Alors pourquoi le Donbass n'a pas réagi comme ça? Parce que le Donbass, c'est une région de mineurs de fond. Les mecs bossent dans des mines de charbon toute la journée. Donc ils risquent leur vie tous les jours. Donc ces mecs-là, si tu veux leur faire peur en menaçant de leur tirer dessus, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est une mentalité différente. Denis qui dit Yakolik, pour Yakovlev, est surtout très très con, très très otanien et assurément un gros penchant pour la tease. Ah bah écoute, je sais pas ce qu'il consomme, je vais pas me prononcer, hein, mais je pense surtout que la gamelle paye bien. Ça paye bien. De toute façon, c'est clair. Dès que vous voyez quelqu'un tenir un discours, excusez-moi, dès que vous voyez quelqu'un tenir un discours qui va à l'encontre du narratif officiel, qu'est-ce que vous voyez immédiatement? Le mec ou la nana en question revient pas sur un plateau TV avant au moins 6 mois. Hein. Et encore, s'il a de la chance. Hein, je veux dire, tous ceux qui essayent même d'avoir un discours, ne serait-ce que mesuré, je dis même pas un discours pro-russe, mais un discours un peu réaliste, se font immédiatement insulter, etc. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Christiane qui dit, je pense aussi que Odessa finira russe pour couper la voie maritime à l'Ukraine, cesser d'envoyer ses armes à l'étranger, recevoir des armes de l'étranger, obligé de devoir contrôler Odessa, surtout qu'ils ont tué et brûlé des gens dans le bâtiment où ils avaient été se réfugier, oui, la maison des syndicats. Je pense, oui. Ne serait-ce que pour protéger la Crimée et la flotte russe de la mer Noire, je pense que la Russie ira jusqu'à Odessa. Et en ça, l'acharnement de Zelensky à se battre jusqu'au bout arrange clairement la Russie. Voilà. Ça empêchera une nouvelle guerre dans 10 ans. Parce que clairement, si on laisse un accès maritime à l'Ukraine et des zones industrielles, on est reparti. On est reparti dans 10 à 15 ans. On est reparti dans 10 à 15 ans. Donc clairement, le but de la Russie, et d'ailleurs les autorités russes l'ont dit, c'est pas d'avoir un cessez-le-feu temporaire, des accords de Minsk 3, ça ils en veulent pas. Ils veulent des garanties
sérieuse, longue durée de sécurité. Et c'est pour ça que ça se discute entre les deux grands patrons, ça se discute entre les États-Unis et la Russie, et pas avec les Européens, ou voilà. On discute pas avec les vassaux. Hein. Ça se discute de patron à patron. Voilà, c'est les Européens, les Ukrainiens, les vassaux, les pions. Depuis quand les vassaux et les pions ont leur mot à dire, si tu veux. Voilà. D'ailleurs, quand vous voyez la tête hier, c'est hier, hein, je crois, de Zelensky à la sortie de la vidéoconférence, hein, entre les dirigeants européens et Donald Trump, et puis Zelensky qui était là. La tête de Zelensky, ça me rappelle la tête de Sarkozy après une certaine conversation un petit peu musclée avec Vladimir Poutine. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est un petit peu le même genre. Donc, je veux dire, tu vois que le gars, il est KO debout. Il est pas dans son assiette. Ça se voit. Donc, je pense que Donald Trump a dû très clairement leur dire, en réalité, contrairement à ce que raconte Macron, etc. Écoutez, les gars, vous êtes bien gentils, mais ce que vous voulez ou vous voulez pas, hein, comme disent les Russes, nravitsa, ni nravitsa, terpi moya krasavitsa. Que ça te plaise ou pas, souffre et ferme ta gueule, ma belle. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Je veux dire, bon, je vous traduis en gros. Mais donc, voilà. Alors, Patrick Idiodessa a été créé par un Espagnol italien de mémoire. Non, c'était par le cardinal Richelieu. Non, pas par un monsieur de Richelieu. Oui, un de Richelieu sur ordre de Catherine la Grande. Donc, voilà, par un Français. Quelle proportion de Russes de nos jours à Odessa? Ils sont toujours majoritaires. Hein. Et les Russes et les russophones, c'est juste qu'ils sont pour l'instant tellement opprimés qu'ils osent même plus parler en russe dans la rue. Corneille qui dit Christelle, le président ukrainien n'est plus légitime. Pourrait-il signer les documents issus de la rencontre Poutine? Non. Le seul qui est encore légitime et qui peut signer ça, c'est le président de la Rada, du Parlement ukrainien. Parce que les seuls qui ont encore un mandat légitime, ce sont les députés. Voilà. Et Odessa est indispensable pour protéger la Transnistrie, l'IDOM, totalement d'accord. Tac, tac, tac. Alors. Il faudra une bonne fois pour toutes régler le sort de la Transnistrie. Oui. Ça, pour ça aussi que la prise d'Odessa est nécessaire. Surtout quand on voit ce qui se passe avec la Moldavie, où l'Union européenne veut accélérer l'adhésion de la Moldavie à l'UE. Ça aussi, ça va être un gouffre. C'est un pays corrompu à mort. Vous avez pas fini de payer. Hein. Frédéric qui dit patron à patron, certes, mais l'un des deux est un sacré enfoiré. Jouer les pacificateurs avec c'est son pays qui a foutu la merde, c'est gonflé. Ah, ça, je suis d'accord. Faut jamais faire confiance aux Américains, c'est des traîtres, dit Emmerich, je suis totalement d'accord. Désolé du retard, dit Hervé. Ah, t'arrives presque à la fin, Hervé, on va bientôt terminer. On va bientôt terminer, parce qu'il va falloir que je me libère pour le prochain direct. Donc je vais passer sur Russia Today d'ici une petite heure. Voilà, donc l'idée de Pierre François, son idée de faire dodo jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, heure française, c'est une très bonne idée. Ça sert à rien de rester debout toute la nuit. Comme je l'ai dit, on aura des nouvelles que lorsqu'ils feront la conférence de presse à l'issue de la rencontre. En attendant, on n'aura pas plus d'informations. Donc, je vous en dirai plus demain. Voilà, sur Telegram, impérativement. Hein, pour ceux qui nous suivent toujours pas sur Telegram, abonnez-vous, c'est gratuit.
C'est gratuit et là vous êtes sûr de ne rien louper. J'en parlerai bien sûr dans le site rep de dimanche. Et donc je répète ce que j'ai dit en début de direct. Demain soir, 20h heure de Paris, sur ma chaîne Telegram personnelle, Christelle Néant, aura lieu un direct pour discuter littérature, questions plus personnelles, vie dans le Donbass, enfin tout ce qui n'est pas actualité, géopolitique, etc., etc. Voilà, voilà. Alors. Alors, Patrick, il dit pas tellement trompé, parfois la mémoire fait défaut. José de Ribas, officier d'origine napolitaine, au service de la Russie, fut l'initiateur du port et de la ville. Oui. Tierno qui dit pourquoi la Russie continue toujours la guerre d'attrition, bah parce que ça marche bien. La preuve. Puis la jolie percée qu'on a fait au nord de Pokrovsk, ça marche bien. Ça marche bien. Voilà, voilà. Donc on va voir ce qui va ressortir de tout ça. Pour l'instant, je pense que ça sert à rien de vous triturer les neurones pour rien. Comme je l'ai dit, demain on vous informera en fonction voilà, de ce qu'on va recevoir comme info. J'en parlerai de manière plus développée dans le site web de dimanche. Et donc demain, pour ceux qui veulent discuter littérature, mon dernier roman, les prochains projets, questions personnelles, vie dans le Donbass, ça se passera demain sur ma chaîne Telegram Christelle Néant. Voilà, vous cherchez sur Telegram Christelle Néant, vous trouverez ma chaîne, un peu plus de 4000 abonnés. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc, vous pourrez poser les questions. J'ai rajouté un chat, un groupe, comme il y a sur International Reporters, pour que vous puissiez poser vos questions demain. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à après-demain pour le prochain site rep. Pour ceux qui viendront demain pour discuter sur ma chaîne personnelle, je vous dis à demain soir pour le prochain direct. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.